C'est ça que je disais. Ah oui? Après moi. OK. Parfait. Oui, merci beaucoup Raymond, c'était excellent. Le petit segment historique, je pense que de notre point de vue aussi, là, comme association de résidents, ancrer un peu les interventions dans une mémoire collective dans l'histoire, ça ajoute une grande valeur. Avant de passer aux trois panélistes, je vais faire une petite mise en contexte un peu d'une perspective de l'Association des résidents et résidentes de l'île de Hull. Je me suis présenté brièvement plus tôt, là, mais mon nom c'est Daniel Kildaou, puis je suis le président du conseil d'administration de l'association. On est une des organisations là, de la coalition aux côtés de l'ADDS Outaouais, du CRIO, du collectif régional de lutte à l'itinérance, puis de la clinique interdisciplinaire en droit social de l'Outaouais, affiliée à l'Université d'Ottawa, qui forme cette petite coalition-là autour de Guertin avec plusieurs autres citoyens des différentes organisations principalement, pour, s'opposer à la venue du quartier général de police sur le site Guertin précisément, mais aussi parler de qu'est-ce qu'on veut depuis longtemps, puis qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir du site Guertin. Il y a plusieurs années, avant même que j'habite dans le quartier, il y a eu une décision qui a été prise de déménager l'aréna Guertin, puis il y a eu plusieurs années de conversation au conseil municipal sur qu'est-ce qu'on fait avec ce site-là. On a fini par nous promettre des consultations après son déménagement dans le secteur Gatineau, la reconstruction ailleurs. Nous promettre des consultations sur qu'est-ce qu'on va faire avec l'avenir de ce site-là. Puis jusqu'à ce jour, on n'a pas encore tenu ces consultations-là au niveau de la municipalité. Par contre, déjà en 2018, l'Association des résidents et résidentes de l'île de Hull avait déjà tenu une activité citoyenne, une rencontre citoyenne qui s'appelait Rêver l'île de Hull. Une des grandes thématiques de cette activité-là, qui avait eu lieu au Centre Fontaine, non loin d'ici, c'était justement le pôle Guertin. On avait trois thématiques. Il y avait Montcalm, Fontaine, Guertin. Puis l'avenir de qu'est-ce qu'on voyait pour l'avenir de Guertin était une des grosses questions. Puis déjà à l'époque, on parlait de construire un quartier complet, contribuer à un quartier complet. Fait que quand on parle d'un quartier complet, ce n'est pas un concept nécessairement qui est très utilisé dans le langage populaire, mais on parle de vraiment quel genre de services de proximité on peut donner à la population, comment on peut développer le dynamisme du quartier pour que les gens qui habitent déjà le quartier se sentent à leur place, veulent y habiter, veulent y contribuer. Donc, un quartier complet à l'époque déjà, puis je vais lire vite fait les trois petits paragraphes là, qui étaient un genre de constat de cette activité-là en 2018. Très vite fait. Dans le cadre de l'événement Rêver l'île de Hull, les citoyens et citoyennes ont clairement exprimé le souhait que le site de l'Aréna Guertin devienne le pôle complet appartenant à la population. Pour ce faire, il est nécessaire, 1, d'y investir massivement dans les infrastructures, 2, de soutenir les initiatives du milieu et 3, de s'assurer de l'adhésion de la population gatinoise au projet. On parle entre autres de consultation, de participation, d'inclusion, etc. Parmi les importants constats de l'événement, il apparaît essentiel d'assurer que l'espace Guertin devienne certes un pôle de divertissement institutionnel où il y a plusieurs services publics municipaux, des activités d'envergure. On parlait notamment de où est-ce qu'on va mettre la bibliothèque centrale à l'époque. Il y avait des gens qui avaient proposé là. Il y a aussi la fonderie qui est en jeu pour ce dossier-là. En effet, nombreuses pour les personnes qui souhaitaient utiliser cet espace multifonction comme un lieu partagé entre services, habitation, un quartier complet qui ne remplace pas les commerces de proximité de la rue Eddy, mais qui y sont complémentaires. Il est clair qu'on cherche un modèle d'habitation urbaine de type éco-village, par exemple, où les matériaux sont écologiques et où récupérer des déplacements adaptés pour les piétons et les vélos, des espaces communs, bien pensés et bien plus. Parmi les enjeux identifiés à l'époque, il y avait la connexion
avec les autres pôles, donc par exemple la rue Montcalm, tout ce qu'il y a autour, la rue Eddy, l'accès au transport en commun, l'inclusion des organismes communautaires environnants au concept même du nouveau projet. Il y a quand même plusieurs organismes communautaires qui sont très adjacents tout autour en ce moment de l'aréna. Et la réponse adaptée aux besoins des communautés, des familles, des aînés, des jeunes, personnes issues de la diversité culturelle, personnes handicapées, etc. C'est tout des incontournables pour que le lieu soit utilisé par la population. Je n'ai pas rien réinventé, c'est des choses, c'est des thématiques qui reviennent à plusieurs reprises, mais c'était le grand constat de l'époque. Depuis 2018, il y a eu quand même quelques petites autres consultations. Une qui avait été faite par la Ville de Gatineau sur le plan d'offres aquatiques du secteur Hall, entre autres. Puis un des extraits de ce rapport-là, la consultation a eu lieu en juin 2019. Un des constats, c'est le manque d'infrastructures aquatiques intérieures et de piscines intérieures pour le secteur Hall. Le premier choix des participants du secteur Hall pendant cette activité-là, en grande majorité, était une piscine intérieure. 36 sur 42 réponses lors de l'activité de cette journée-là. Plusieurs ont indiqué qu'elle devrait être située en proximité du site de l'Aréna Guertin. Ça, c'était la citation du document de la Ville de Gatineau. Déjà là, ça vient préciser certains éléments qui pourraient se retrouver là, qui datent de 2019. Ensuite, un peu plus tard, il y a eu aussi Azinotic qui s'occupe beaucoup de la nourriture aujourd'hui, puis du café. Elle a aidé à organiser des cafés-rencontres dans le cadre de la consultation de la Ville sur le plan décennal, sur 10 ans des infrastructures communautaires, sportives et récréatives de la Ville de Gatineau, qui a été adoptée en avril 2022 par le Conseil municipal. Là-dedans, il y avait certaines recommandations qui parlaient des manques d'infrastructures de piscines intérieures sur le territoire de la Ville de Hall, de ratio de population selon les secteurs de la ville. Donc, la ville de Hall était mentionnée à ce niveau-là aussi. Fait qu'il y a déjà des petites démarches, il y a des mentions du site Guertin, puis c'était pas pour un quartier général de police. Presque à chaque assemblée générale de l'Association des résidents de l'île de Hall, en tout cas spécialement parce que c'est la plus récente, là, à la dernière assemblée générale en juin dernier, on a eu une bonne discussion à la fin de la rencontre sur l'avenir du site Guertin, le fait que ça fait des années qu'on promet du logement social sur le site Guertin. Puis c'était une préoccupation quand même qui avait été amenée par les gens qui étaient là lors de cet événement-là. Puis c'est pas mal à chaque année que la question se pose, qu'est-ce qui se passe avec Guertin? Quand est-ce qu'on va voir la suite de tout ça? C'est un lieu névralgique qui appartient à la ville, très stratégique, beaucoup de choses, beaucoup de potentiel. Puis on pense que la ville et les acteurs de la communauté peuvent jouer un rôle de leadership plus soutenu pour prendre avantage pleinement de cette opportunité-là, ce lieu stratégique-là pour la suite. Donc, ça, c'est un peu le bout association de résidents pour l'instant. Je vais finir là pour l'introduction contextuelle. Puis je vais introduire très brièvement les trois panélistes. On va commencer par Régent Laflamme. Là, j'ai tiré des petits trucs sur les internets pour vous introduire. S'il y en a qui sont faux, vous pourrez me corriger, là, mais c'est pas très long, là, vous allez voir. Régent Laflamme a fait, au cours de sa carrière et de sa vie, a fait preuve d'un leadership remarquable dans le milieu coopératif et communautaire, tant à l'échelon local, provincial que national, ainsi que des participations à l'international. Il a contribué à l'avancement de la coopération par son engagement bénévole et professionnel, tout en étant un ambassadeur efficace et engagé de la coopération. C'est un membre fondateur de plusieurs coopératives et organismes communautaires. Il a notamment œuvré au sein du conseil d'administration de la CEDRA, de la coop funéraire de l'Outaouais, plusieurs autres organisations provinciales à ce titre-là. Il est aussi ici aujourd'hui à titre de président du conseil d'administration de la coopérative de solidarité de l'épicerie de l'île de Hall. Donc, je lui cède la parole, puis ensuite, j'introduirai les autres personnes. Merci beaucoup, Daniel. Merci au collectif. Merci à l'ARI d'avoir invité l'épicerie de l'île de Hall, coop de solidarité, de présenter un peu l'état d'avancement du projet. Raymond Ouimet nous a fait un peu une description tout à l'heure de la dépopulation de l'île de Hall. Donc, ça a été aussi une conséquence
de cette dépopulation-là, c'est qu'on a vu disparaître les épiceries qui existaient. On avait le Dominion sur la rue Saint-Joseph, on avait un Steinberg sur la rue principale et on avait un IGA sur la rue Champlain. À tour de rôle, ces trois entreprises-là ont quitté l'île Hall. La dernière, en 1999, étant le IGA Champlain, sur la rue Champlain. Donc, depuis 1999, les résidents et résidentes de l'île Hall n'ont plus d'épicerie. Au CLSC de Hall, les organisatrices communautaires qui travaillaient avec les organismes du milieu ont vite réalisé que l'île de Hall était devenue un véritable désert alimentaire. Si les gens voulaient s'alimenter sainement, ils devaient prendre l'autobus ou un taxi, et c'est encore le cas aujourd'hui, pour aller faire leur épicerie au Maxi, au Super C, au Provigo, à l'extérieur de l'île de Hall. Devant ce constat, ils ont travaillé avec des organismes communautaires pour décider qu'on avait besoin d'une épicerie sur l'île de Hall. En 2006 a donc été créée l'épicerie de l'île de Hall, Coop de solidarité. Coop de solidarité parce qu'on y retrouve à la fois des consommateurs, des organismes de soutien et des travailleurs dans la même organisation. Actuellement, en 2023, nous avons 925 membres consommateurs, 38 membres de soutien et un membre travailleur, à savoir moi-même. Il y a eu un travail immense des membres de soutien pour trouver un emplacement pour une épicerie. Évidemment, on travaille dans un milieu bâti. L'île de Hall, il n'y a pas beaucoup de terrains vacants. Donc, c'était un travail ardu, en particulier pour les organisatrices communautaires du CLSC de Hall, de Chétami, la Soupe populaire, la coopérative de développement régional de l'Outaouais, ID Gatineau ou CLD Gatineau à l'époque, pour identifier soit des terrains, soit des édifices existants où on pourrait établir une épicerie. Il y a eu différentes tentatives et Guertin, bizarrement, a été le premier site qui a été identifié avec l'aide de Sobeys. Sobeys, qui est le propriétaire de la chaîne d'épicerie IGA au Québec. Parce que déjà là, en 2006, on parlait que l'Aréna Guertin n'était plus adéquate pour l'équipe de hockey, les festivals de Hall à l'époque et qui s'est devenu par la suite les Olympiques de Gatineau. Donc, on cherchait un autre lieu et que le site Guertin allait devenir disponible. Donc, avec Sobeys, il y a eu une véritable étude de faisabilité de fait. Il y avait même des projets, des plans préliminaires qui avaient été préparés par l'équipe de Sobeys pour établir sur la façade qui aurait été sur les allumetières. Malheureusement, vous savez tout l'historique qui nous a conduits au centre Slush Poppies. Ça a pris des années et des années et des années avant de se décider où on allait établir la nouvelle aréna. Mais même aujourd'hui, avec la nouvelle aréna, on n'a toujours pas décidé qu'est-ce qu'on ferait de Guertin. Donc, il a fallu regarder ailleurs où on pourrait établir une épicerie. Et là, je vous cite rapidement des sites où on a fait des études quand même assez sérieuses. Quartier Wellington, donc il y avait un projet d'établir une tour d'habitation au coin de Quartier Wellington. Et il nous avait invités. On a travaillé étroitement avec la Fédération des coops d'alimentation du Québec. Il y avait des plans préliminaires qui avaient été produits. Mais malheureusement, le projet n'a jamais vu le jour. Le promoteur de ce projet-là a décidé d'abandonner. Par la suite, on a travaillé avec le groupe FE dans le WI 1, au coin de Wellington et AD. Encore une fois, on a fait les plans d'aménagement qui étaient sur 2 étages. C'était vraiment pas idéal comme localisation et comme place pour établir une épicerie, mais quand on cherche depuis plusieurs années, on est moins regardant. Mais encore là, le groupe FE était pressé, donc on n'a pas pu obtenir le financement à temps pour compléter le fonctionnement dans cet édifice-là. On a travaillé avec le Tigre géant sur Édé. On savait qu'ils voulaient quitter leur édifice, donc essayer de louer l'édifice.
Et malheureusement, ils ont décidé autrement qu'ils voulaient complètement vendre l'édifice. Et pour nous, il n'était pas question d'acheter l'édifice. On a travaillé avec la possibilité d'acheter 2 dépanneurs sur l'île de Hull et de les transformer en coopérative. Malheureusement, les édifices étaient dans très mauvais état. Ça aurait coûté beaucoup plus cher pour les transformer, améliorer l'état qu'autrement. Et le projet qui a été le plus intéressant, c'était de retourner où était la dernière épicerie, à savoir dans l'ancien édifice sur Champlain, donc qui avait abrité le IGA et qui, au cours des dernières années, avait abrité la SAQ Dépôt. Donc pour nous, ce site-là était idéal. Malheureusement, le propriétaire demandait des coûts de location qui étaient ridiculement élevés. Depuis le quartier Wellington, on a abandonné l'idée de travailler avec Sobeys. On fait maintenant affaire avec Métro. Et les chiffres de Métro montraient qu'il n'était pas possible de rentabiliser le site Champlain avec les coûts de location qu'on nous demandait. D'ailleurs, ils ont rapidement loué les locaux au gouvernement fédéral à 2 fois et demi le prix qu'ils nous demandaient. On a eu donc une rencontre à la fin de 2020 avec le conseiller du quartier, Cédric Tessier, pour rebrasser les idées où est-ce qu'on pouvait imaginer une épicerie sur l'île de Hull. Avec M. Tessier, il était clairement établi que le seul site qui était vraiment possible à court terme, c'était sur Guertin. On a travaillé avec une coopérative d'habitation du quartier pour concevoir un projet commun, épicerie et logement. Malheureusement, avec la pandémie, la coopérative en question avait de la difficulté à fonctionner d'une façon démocratique avec ses membres et ils ne pouvaient pas prendre une décision rapidement. Donc, on a décidé d'abandonner ce projet-là avec eux, mais on s'est retourné de bord et on a trouvé un autre partenaire qui est Logement de l'Outaouais, qui est un OBNL, qui est déjà propriétaire de plusieurs logements pour les personnes de 55 ans et plus dans l'île de Hull. Et ils ont accepté de faire un partenariat avec nous. Donc, depuis ce temps-là, on travaille avec eux pour faire avancer le projet. M. Tessier donc, était convaincu qu'effectivement, Guertin était le meilleur endroit pour établir un projet à la fois d'épicerie et de logement communautaire. Donc, il a travaillé avec le conseil municipal en place et heureusement, donc, en juillet 2011, il y a eu une décision unanime du conseil municipal de 2021, oui, j'ai écrit 2011, de céder le terrain qui était utilisé par la Société de transport de l'Outaouais comme stationnement incitatif. À la fois la STO et la Ville de Gatineau avaient clairement établi qu'il n'y avait plus de raison d'avoir un stationnement incitatif au centre-ville. Donc, ce terrain-là devenait maintenant disponible. Et d'où la décision unanime du conseil municipal en juillet 2021 de céder le terrain pour un projet d'épicerie et de logement communautaire. Avec Logement de l'Outaouais, donc, qui a accepté de prendre la relève et de devenir le partenaire de l'épicerie, on est à la recherche de financement pour réaliser une étude de faisabilité, un plan d'affaires. Donc, on a eu une subvention d'Idées Gatineau, un prêt de Réseau d'investissement social du Québec, qui sont devenus des partenaires qui nous permettent, donc, avec l'aide de la CEDROL, de réaliser ces études-là. Donc, la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec, à laquelle on appartient comme membre de cette fédération, a accepté le mandat de réaliser ces 2 études-là. Donc, on travaille actuellement avec Logement de l'Outaouais, la firme d'architectes La Palme Réau, pour bâtir le projet, regarder qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air en termes de structure. Et on a déposé à la Ville de Gatineau, il y a maintenant 2 mois, un projet de 117 logements communautaires qui, on l'avait conçu de 2 façons. Donc, évidemment, la clientèle à l'origine pour Logement de l'Outaouais, c'est les personnes âgées. Mais pour nous, à l'épicerie de l'île de Hull, on jugeait important d'avoir une double clientèle. Donc,
un édifice pour les personnes âgées et un édifice pour des familles, parce qu'on sait que les besoins sont immenses. Donc, où il y aurait des 2, 3, 4 chambres à coucher qui permettraient d'accueillir dans des édifices séparés, mais reliés avec l'épicerie au rez-de-chaussée, ce projet-là. Tout ça, évidemment, il y a eu des changements importants au programme québécois pour le développement des logements sociaux, les logements communautaires, Accès Logis, qui existait depuis plusieurs années. On ne peut pas dire qu'il a été mis sur la glace parce qu'il existe toujours, mais il est un peu dans le frigidaire. Et on a mis sur pied un autre programme qui s'appelle maintenant Programme d'habitation abordable Québec, avec lequel on essaye de collaborer, de comprendre et d'utiliser. Donc, Logement de l'Outaouais font les pressions avec la Société d'habitation du Québec pour la deuxième mouture, parce qu'il y a eu une première mouture là, de ce programme d'habitation abordable Québec. Et d'ailleurs, dans tout l'Outaouais, pas seulement l'Outaouais urbain, mais dans toute la région administrative de l'Outaouais, il y a eu un seul projet d'accepter dans ce nouveau programme-là, dans la première vague, et c'est Logement de l'Outaouais qui l'a obtenu dans Val-Tétro. Donc, notre partenaire est reconnu et solide. Je pense que c'est intéressant pour le projet d'épicerie d'avoir un partenaire qui est reconnu dans la communauté. Donc, actuellement, la ville de Gatineau, cependant, a encore des unités Accès Logis. Il y a 2 semaines, ils nous ont offert 55 unités qu'ils ont disponibles, qu'on pourrait utiliser pour procéder, donc sans le programme PHAQ, mais avec le programme Accès Logis. On est à regarder ça. Évidemment, ça ne semble pas suffisant, malheureusement, pour rentabiliser le projet dans un terrain qui a une telle valeur aussi. Donc, on souhaiterait qu'il y ait au moins une centaine d'unités d'habitation. On discute avec la ville s'il est moyen d'aller chercher au moins 45 à 50 autres unités dans le programme, parce qu'on sait qu'il y en a actuellement qui n'ont pas été utilisées, soit à Gatineau ou ailleurs au Québec. Donc, on est en discussion avec eux. Donc, si tu peux passer on va voir le terrain tel qu'il existe actuellement. Non, la première. Donc, c'est le terrain qui nous a été cédé par la ville de Gatineau. Dans le coin, ici au coin, là, il y a un petit terrain qui appartient à Habitation des Rivières de l'Outaouais. Il y a tout un historique à ça. C'est un terrain sur lequel il y avait une habitation dans les années 1950-60 et qui a été démolie. Et Habitation des Rivières de l'Outaouais a un édifice à logement en face et bizarrement, on leur a offert d'être locataires parce que le terrain appartient au ministère des Transports du Québec. Le bail amphithéotique se termine en 2025, donc on essaie de transférer le bail amphithéotique à notre projet d'épicerie de logement communautaire pour avoir l'entièreté du terrain, qui nous permettrait d'avoir, au niveau de l'élévation, quelque chose de plus intéressant. Il y a un problème qui va se poser probablement sur d'autres projets qu'il pourrait y avoir sur l'ensemble du site Guertin, qui nous a été communiqué par la ville de Gatineau, c'est que les égouts dans le secteur ne seraient pas suffisants pour avoir 117 logements tels qu'on l'avait conçu. Actuellement, la ville est en train de faire une analyse plus précise pour savoir, bon, ça serait quoi le maximum là, de logements qu'on pourrait avoir. Mais évidemment, si on pense à long terme et pour l'utilisation du reste du site Guertin, ça peut devenir un problème majeur si les égouts ne sont pas suffisants pour notre seul projet à nous, si on veut avoir d'autres logements communautaires sur le reste du site. Donc, c'est pour ça que c'est l'analyse qui est faite actuellement par la ville de Gatineau est importante pour nous, mais importante surtout pour le reste du terrain.
Donc, c'est là où on en est. Le projet avance aussi rapidement qu'on peut avec les contraintes qui sont les changements dans le programme de logement communautaire, avec le fait que le programme Accès Logis a une limite en termes de logements qui sont actuellement disponibles. Et on ne sait pas quand est-ce que sera la deuxième mouture là, du programme PHAQ aussi. Pour nous, évidemment, au niveau de l'aspect épicerie, on serait prêt à commencer la construction demain matin. On travaille avec Métro. Métro est un bon collaborateur. On va travailler sur la bannière Richelieu. Donc, oui, peut-être, ça, c'est des esquisses que des étudiantes de l'Université de Toronto avaient fait pour nous. Et c'est ce que ça pourrait ressembler, là, avec des hauteurs qui pourraient être différentes, mais donc un édifice moins élevé là, pour les personnes âgées avec une chambre à coucher, et l'autre édifice plus élevé pour des familles avec des 2, 3 et 4 chambres à coucher. Donc, on a besoin de votre aide, de votre collaboration. Actuellement, sur notre conseil d'administration, on est 8 personnes, mais il y a 9 postes. Donc, il y a un poste qui n'est pas comblé. Là, ce poste-là, c'est des membres de soutien. Donc, je sais qu'il y a plusieurs de nos membres qui sont ici présents aujourd'hui. Ça fait que s'il y a des gens de ces membres-là qui sont intéressés par le projet d'épicerie, vous pouvez me contacter pour en discuter plus avant. Donc, M. Daou, c'est où on en est. Ça me fera plaisir de répondre aux questions, aux commentaires par la suite. Parfait. Merci beaucoup, Régent. La prochaine personne à parler, c'est Claudine Lalonde. Elle est directrice générale adjointe de la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. Elle fête d'ailleurs aujourd'hui son 21e anniversaire à cette coopérative-là. Félicitations. Elle est aussi coordonnatrice du pôle d'économie sociale de l'Outaouais. Elle est bien impliquée un peu partout. Elle est notamment vice-présidente du conseil d'administration du Cégep de l'Outaouais, vice-présidente du conseil régional des partenaires du marché du travail de l'Outaouais, qui est quelque chose avec la gouvernance du Québec puis tout le marché du travail. Puis administratrice aussi au CA de la Caisse Desjardins, à l'Elmer. Donc voilà, c'est ce que j'avais comme intro. Je te cède la parole. Merci, Daniel. Merci aussi merci pour la présentation. Merci aussi pour cette invitation. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Il y a beaucoup de visages connus, donc c'est d'autant plus intéressant de pouvoir vous revendre ma salade si on ne vous l'a pas déjà vendue. Je veux saluer les élus puis vous remercier d'être ici. Je pense que c'est important que vous soyez ici pour entendre ce qui se dit. Donc, votre présence est très appréciée. Je veux aussi saluer mes collègues qui sont ici nombreux aujourd'hui. Il y a Dany, il y a Evelyne, il y a Jean-Sébastien, puis il y a Vincent qui s'en vient, je pense. Bonjour. Je suis ici pour vous parler d'économie sociale, puis de ce que l'économie sociale pourrait faire pour Guertin si on peut imaginer qu'il y a autre chose qu'un quartier général sur les terrains de Guertin. Peut-être qu'on peut imaginer qu'il y aurait du logement qui serait... je vais m'organiser un petit peu mieux. Je ne sais pas si ça fonctionne dessus. Ça, on m'entend toujours? Super. Peut-être qu'on pourrait imaginer qu'il y aurait des logements qui favoriseraient à la fois la densité et la diversité. Une épicerie, je pense qu'on l'attend depuis longtemps. Un CPE, différentes infrastructures en sport et en loisirs. Une variété de services aussi pour répondre aux besoins de la population du quartier qui est diversifiée. Donc, plein de services qui répondent aux besoins qu'on vit tous dans le quartier. L'économie sociale peut être une réponse à ça. Je travaille à la CDR Outaouais-Laurentides, la coopérative de développement régional. On dit souvent c'est drôle pour faire court et sympathique. La CDR, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à l'émergence, à l'accompagnement, à la promotion, la formation des entreprises, des projets d'économie sociale. On aime dire qu'on contribue au développement des communautés en utilisant un outil qui est l'économie sociale, donc en mettant en place des projets qui mobilisent toutes sortes de personnes pour qu'on réalise ensemble des rêves.
On a été créé il y a un peu plus de 50 ans. On travaille en haut de la côte, ici, sur Eddy. Donc, nous aussi, on est un acteur du milieu. On l'aime, l'île de Hull. On est l'instigateur du premier placotoir sur la rue Eddy. On a participé aussi à la mise en place de la murale dans le fond du stationnement sur Eddy. Je le dis parce qu'on est fiers, mais je le dis aussi parce qu'on est un acteur de notre milieu, comme le sont la plupart des entreprises d'économie sociale. Donc, outre ce qu'on fait comme activité principale, on est aussi une entreprise qui s'installe dans un quartier, qui y vit puis qui y contribue. Puis c'est une dimension qui est importante dans ce qu'on fait. Ceci dit, on utilise souvent l'image du tabouret là, pour dire oui, ce qu'on propose, nous, c'est une économie qui est plurielle, c'est-à-dire où il y a de la place pour tout le monde, pour les entreprises privées, pour les entreprises collectives et aussi pour le gouvernement. Donc, on pense qu'ensemble, on est capable de faire la meilleure job pour répondre à un maximum de besoins. Et je veux donc dire qu'il n'y a pas de méchants ou de gentils. Je pense que dans le quartier... Non, mais je ne veux pas polariser un débat. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, puis tout le monde peut faire sa part avec une vision qui est ouverte, puis un partage qui est intéressant. Puis il y a plein d'exemples où tout le monde se regroupe pour trouver une solution, pour s'offrir un véhicule, puis faire des choses ensemble, puis c'est ça qui est intéressant. Alors, voilà. Je vais prendre une gorgée d'eau. Et après, je vous parle d'économie sociale. Donc, qu'est-ce que c'est l'économie sociale? Pour ceux qui ne sont pas mes collègues, peut-être que vous ne le savez pas. L'économie sociale, c'est des entreprises collectives qui sont d'abord porteuses d'une mission avant de chercher à générer des bénéfices. Donc, c'est à propriété collective. On est propriétaire collectivement, comme dans une coopérative. Ça peut aussi être dans un OBNL. Donc, c'est des formules qu'on connaît peut-être pas tout à fait, mais qui sont formidables parce qu'elles sont durables et parce qu'elles sont vraiment ancrées dans les communautés qui les portent. Elles ont une démarche entrepreneuriale, donc ce sont vraiment des entreprises par opposition peut-être à des organismes communautaires avec l'idée qu'il y a une activité économique qui vient générer un revenu pour soutenir la mission. Donc, on vend des produits et des services, puis l'objectif de ça, c'est de se garantir une autonomie. Donc, on n'est pas toujours en attente de subventions qui vont des fois venir intervenir sur la mission, sur notre façon de travailler, mais vraiment, on veut se donner les moyens de pouvoir intervenir. Il y a aussi une autonomie en termes de pouvoir. Donc, les conseils d'administration ne sont pas contrôlés par les gouvernements. C'est toujours une dimension qui est importante. C'est des organisations qui sont autonomes et citoyennes. Et finalement, elles sont fondées sur la réponse à un besoin et une aspiration. Puis dans ça, moi, je vois tout un potentiel pour rêver un espace ou un quartier. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait de l'économie sociale pour répondre à l'occasion que nous propose Guertin? Bien, d'abord, c'est pour passer de la résistance à l'action ou de la revendication à l'action. Donc, c'est une façon de s'engager qui peut porter un sens qui serait politique ou un message. Monsieur Ouimet nous a parlé de Reboul. Je pense que Reboul est un excellent exemple. On peut très bien se mettre ensemble pour répondre à un besoin primaire de s'offrir des logements. Puis, en même temps, on en profite pour définir un quartier. Il y a Pierre Ducasse qui dit « oui, oui, oui ». Puis, en fait, je vois Alain qui est ici, qui est aussi en train de rêver un projet d'habitation qui propose des différences. Il y a Coco Simone qui est dans une structure aussi qui propose une façon d'habiter un quartier qui est différente. Il y a plein de façons de faire qui existent. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Je pense à la laiterie de l'Outaouais aussi, là, qui nous a démontré qu'une entreprise, ce n'est pas juste un projet économique, ça peut aussi être un projet politique. Quand on a fermé la laiterie Château, personne n'est inquiet, il y aurait du lait en Outaouais. Hein, vous n'avez pas craint, personne n'a rempli son congélateur.
Ça a été, oui. Donc, l'idée derrière la laiterie, c'était vraiment de permettre aux gens d'ici de consommer le lait d'ici. C'est un projet qui est beaucoup plus politique qu'économique. Là, je ne voudrais pas mettre des mots dans la bouche du nouveau PDG, mais quand même, il y avait vraiment une démarche de citoyen dans cette activité-là. L'économie sociale, c'est aussi un moyen pour répondre à ses besoins et aspirations, donc d'être vraiment centré sur les besoins des personnes en place. On parle depuis ce matin, depuis avant ce matin, en fait, de consultation. Qu'est-ce qu'on veut sur EDI? Se donner les moyens. Pardon? Sur Guertin. Oui, je m'excuse. On peut vouloir des choses. C'est l'habitude. Qu'est-ce qu'on veut donc sur Guertin? C'est cette idée-là de pouvoir se donner les moyens, de prendre les moyens puis de répondre à ses besoins, c'est de porter la consultation jusque dans l'action, puis de concrétiser nos projets. Finalement, c'est aussi l'occasion d'innover. Quand on crée, quand on réfléchit ensemble, on fait travailler l'intelligence collective, c'est souvent de là que les meilleures idées, les meilleures solutions arrivent. Donc, travailler ensemble pourrait nous donner le meilleur Guertin possible. Je vous donne des exemples. Il y a plein de projets dans le quartier, il y en a d'autres ailleurs aussi. Il y a le Mimosa du quartier qui est sur Saint-Rédempteur, qui est un OBNL d'habitation, qui accueille les familles monoparentales avec une offre variée de soutien. Donc, les gens peuvent s'installer là-bas, ils ont accès à un logement qui est neuf et tout à fait décent, mais en même temps, une communauté, comme le font souvent les coopératives d'habitation, bien sûr. La coop Reboul, je suis contente que M. Ouimet soit venu. Je pense qu'il vous a clairement démontré qu'on peut offrir du logement, puis en préservant le caractère d'une communauté, en défendant des espaces. Il y a plein d'éléments autour de ça qui sont très intéressants. Un projet qui, moi, m'inspire beaucoup, c'est Campus 3, qui est installé dans l'ancienne église Saint-Jean-Marie-Vianney à Gatineau. Donc, on a récupéré l'église, puis on a rajouté à ça 6 étages de logements qui sont consacrés à des aînés. Donc, c'est des aînés qui vivent dans ces espaces-là. Puis la partie église a été transformée pour offrir des services, entre autres, toute une offre de services de loisirs. Il y a aussi une cafétéria. Et puis le bas est... tu l'as déjà vu? Je présente. Ah oui? Alors, le bas est devenu un grand atelier de menuiserie. C'est pas mal impressionnant de voir ça. Puis ça crée vraiment une dynamique dans le milieu où les gens vivent un bon voisinage, mais sont aussi stimulés sur des questions de santé, de jardinage, etc. Donc, ça fait un milieu de vie qui est complet là, sur une échelle au moins quotidienne. Le 135 EDI. Merci. Le 135 EDI qui est un exemple qui nous fait rêver chaque jour là, et qui est un bel exemple aussi de mélange mixte. Là. Donc, une entreprise privée qui met à disposition de façon temporaire tout un édifice. Tout en haut, vous avez les coopératives d'artistes du Ruisseau qui sont installées avec des ateliers d'artistes à un endroit donc, où ces artistes-là peuvent produire, puis même à l'occasion ouvrir les portes. En bas, on a Horticité qui fait agriculture urbaine et qui ont contribué à transformer la rue Eddy cet été. Là, il y a beaucoup de changements qui sont leur œuvre. Le Rack à bicycle. Moi, je suis venue au Rack à bicycle cet été avec assez peu d'intérêt pour la mécanique, mais un sérieux besoin de réparer mon vélo. Puis je suis ressortie d'ici 1 heure plus tard, ça m'a coûté 6,35 $. Mon vélo était comme un neuf. J'ai appris des choses, puis j'ai fait ça dans mon quartier. Ça s'est passé comme ça, alors que partout ailleurs, on attend très, très longtemps pour faire ce genre de travaux-là. C'est vraiment un projet qui permet à toute une communauté de se rassembler autour du vélo pour en faire un moyen de transport, pas juste une compétition sportive en lycra. Il y a aussi la bibliothéque qui est en plein essor actuellement, qui vous permet d'avoir accès à des ateliers de travail là, pour faire vos petits travaux. Il y a plein d'outils aussi qui ont été récoltés dans des collectes auprès de la communauté. Mais ici, au 135, on regroupe toutes ces entreprises-là, puis on en fait quelque chose qui est encore plus grand et qui s'ouvre à la communauté, comme aujourd'hui, qui nous permet de se rencontrer,
d'avoir un échange, de discuter dans un climat qui est très agréable. C'est un élément, je pense, qui est très important pour la communauté. Puis je pense que la rue Eddy, depuis les derniers mois, là, depuis que la coop, en fait, depuis que le 135 est en place, est beaucoup plus belle, plus animée. On a eu des belles fêtes qui ont eu lieu ici, donc ça nous permet vraiment de se retrouver. C'est long quand je bois. Un autre exemple que je trouve pas mal intéressant, c'est à Lac-Mégantic. Ça s'appelle le quartier artisan. C'est des logements qui ont été offerts à des artisans, tel que le nom l'indique. Ça permet donc à des gens qui ont un métier, des artisans du cuir, de la céramique, etc., d'avoir accès à de la propriété accessible, en passant par un OBNL qui s'appelle Vivacité, qui a un moyen de partager le capital, là, donc d'acheter une maison, mais en partageant la mise de fonds. Ça contribue à donner une identité au quartier, puis en même temps, ça permet à des gens d'avoir accès à du logement décent. C'est vraiment je pense qu'on est dans l'innovation là, en termes d'accès à la propriété. Puis il y a tout plein de structures nouvelles en économie sociale ou autour de nous qui permettent ce genre de mariage-là. Mon dernier exemple, c'est le bâtiment 7 à Montréal. Est-ce que vous connaissez ça? Encore. Donc, le bâtiment 7, je vous fais la petite histoire. Là, je suis moi-même pas une experte, mais quand j'ai commencé à étudier un peu la question, je voyais beaucoup de parallèles avec Guertin. Puis je suis en train de fomenter le plan secret de peut-être organiser la diffusion d'un film qui porte sur le projet. C'est à suivre. Donc, le bâtiment 7, c'est un bâtiment qui appartenait au CN. C'est à Pointe-Saint-Charles. Et puis, en 2003, les citoyens commencent à parler de leur envie de pouvoir profiter de ce site-là qui était abandonné. Malheureusement, en 2005, le terrain est vendu pour 1 piastre, si je ne me trompe pas, à un promoteur immobilier. Puis l'objectif, c'est d'en faire un casino. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, oui. Les choses se poursuivent. Les citoyens continuent de réclamer l'accès à ces terrains-là qui sont dans leur voisinage. Et puis, finalement, en 2016, ils arrivent à racheter les terrains. En 2018, ils ouvrent le bâtiment 7, qui est revalorisé, donc qui inclut des espaces pour les citoyens, avec une épicerie, une microbrasserie, des espaces ateliers vélo, là, j'imagine un peu comme le Racabessic. Il y a même maintenant un atelier mécanique. Donc, les gens peuvent aller apprendre à faire des travaux sur leur voiture. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Mais on voit que ce projet-là ressemble sous plein d'angles à Guertin, puis qu'en fin de ligne, les gens, avec beaucoup de travail sans doute, beaucoup de persévérance, beaucoup de discussions, arrivent à faire quelque chose qui leur ressemble, qui répond à leurs besoins, puis qui leur appartient aussi dans leur communauté. Puis c'est ce que je nous souhaite à nous tous. Bonne journée. Merci beaucoup, Claudine. Ça me permet ça me rappelle que c'est important de remercier aussi là, les locataires ici au sous-sol du 135 pour l'utilisation du local ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Ils commencent à louer ça de temps en temps là, pour des petits événements communautaires. Là, fait que, rappelez-vous-en. Gros événements. Des gros événements communautaires. Ça nous amène à la dernière panéliste, Mathieu Charron. Mathieu est professeur au département des sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais depuis 2012. Il a obtenu son doctorat en études urbaines en 2007. Il a travaillé à Statistique Canada pendant plusieurs années. Il se spécialise un peu en géographie quantitative. Ses travaux visent notamment à comprendre l'évolution des communautés et des territoires.
Il s'intéresse particulièrement à l'organisation résidentielle, la ségrégation économique, l'étalement urbain, les liens domicile-travail, l'organisation spatiale de la criminalité, les communautés francophones en situation minoritaire et plein d'autres choses, je suis sûr. C'est aussi un résident de l'île de Hull. Donc, je laisse la parole à Mathieu. Bonjour, vous m'entendez bien? Ça s'en vient. Ça fonctionne? Ça fonctionne? Si je parle plus fort? Là? Ouais, OK, parfait. Ben, bonjour tout le monde, je suis vraiment content d'être là. Merci Daniel pour la présentation. Merci à aux organisateurs. Et c'est une belle coalition qu'on voit aujourd'hui. Je suis vraiment impressionné par ça. J'étais vraiment impressionné quand on est allé au conseil municipal aussi pour s'exprimer au moment où on a rendu public l'intention de faire le quartier général sur le site Guertin. J'espère que peut-être dans quelques années, on va se dire « Hey, c'était une bonne chose finalement qu'ils ont essayé de nous faire ça. Ça nous a mobilisés puis ça nous a permis de rêver à un quartier de manière plus concrète. » Donc aujourd'hui, je porte deux chapeaux. Je suis citoyen résident de l'île de Hull, mais je suis aussi professeur, chercheur dans ma tour d'ivoire à l'UQO, pas trop loin. Puis j'écoutais les présentations de mes deux copanélistes, très intéressés par ce que vous faites, très impressionnés aussi par ce que vous faites, parce que vous construisez des choses ou tentez de le faire. On comprend aussi que c'est pas toujours facile puis qu'il y a beaucoup d'obstacles. Moi, je me sens un petit peu, avec mes deux chapeaux que j'ai présentés, imposteur d'une certaine manière parce que comme résident, je vis le quartier au jour le jour puis j'ai mes impressions de citoyen engagé puis je pense que c'est important qu'on s'engage. Comme universitaire, ben, j'ai beaucoup de recul puis je théorise le monde autour de moi. Mais bon, je pense qu'on a une belle complémentarité puis c'est ce qui fait que la coalition, je pense, va arriver à ses fins. Puis mon intention dans la présentation aujourd'hui, c'est un peu de mélanger mes deux rôles de citoyen et de professeur, de partager avec vous comment ma trajectoire professionnelle, ma trajectoire universitaire a influencé aussi ma vie de citoyen, puis la représentation, puis l'idée que j'ai pour le quartier. Puis je pense que je partage dans les grandes lignes avec vous. Premier concept académique que j'introduirais, c'est l'efficacité collective. L'efficacité collective d'une communauté qui se caractérise par, qui se définit comme la capacité d'une communauté à arriver à ses fins. Puis il y a deux principales caractéristiques ou deux principaux éléments que ça prend pour qu'il y ait de l'efficacité collective. D'abord, que la communauté ait des intérêts communs, ait une cohésion sociale, ait une vision qui permet d'aligner toutes ses ressources pour réaliser cette vision-là. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est des ressources. Ça prend des ressources pour mettre en œuvre les projets que la communauté va avoir identifiés. Comme mentionné précédemment, je pense qu'il y a beaucoup de complémentarité ici qui vont nous amener, j'espère, à arriver à un projet qui va correspondre à nos aspirations. J'ai grandi à Montréal. J'ai beaucoup étudié la ville de Montréal dans mes années universitaires d'étudiant. Ça m'a marqué aussi comme individu. J'ai grandi à côté d'une station de métro. J'ai eu mon permis de conduire à 27 ans. Mon rapport à l'espace, mon rapport au quartier est probablement différent de celui de la grande majorité des Gatinois qui grandissent dans un milieu suburbain. Puis ça teinte aussi beaucoup même la vision que j'ai de l'idéal de quartier. Puis ça, à travers toutes mes études, je me suis beaucoup intéressé, comme Daniel l'a mentionné, aux inégalités sociales et économiques, à la ségrégation résidentielle. Pourquoi il y a des quartiers riches, pourquoi il y a des quartiers pauvres, pourquoi il y a des quartiers ethniques, pourquoi aussi il y a des quartiers francophones, anglophones, et pourquoi il y a des quartiers de famille, des quartiers de personnes seules ou de jeunes étudiants. À travers tout ça, je me suis beaucoup particulièrement intéressé à la ségrégation économique. On en a parlé beaucoup abondamment précédemment, notamment avec la question de la mixité sociale, la mixité économique. Et il y a beaucoup de théories, évidemment, beaucoup d'études qui se font sur ces questions-là. Certains en France, notamment, il y a beaucoup de littérature provenant de France qui s'intéresse à la question des HLM là-bas. Beaucoup aussi aux États-Unis avec les ghettos afro-américains qui ont étudié ces réalités-là où est-ce qu'il y avait une grande homogénéité économique, c'est-à-dire beaucoup de pauvreté concentrée dans un même espace. Puis ils sont arrivés à certaines conclusions que faire ça, ça contribue à une reproduction économique. Ça nuit à l'égalité des chances parce que de grandir, de naître et d'évoluer dans un quartier comme celui-là, ça coupe des opportunités. Notamment pour diverses raisons.
On pense entre autres à la qualité des écoles qui n'est pas la même parce qu'il y a des quartiers qui doivent composer avec des difficultés sociales beaucoup plus grandes que d'autres. Ça se transfère entre autres à l'école, mais aussi la question du marché du travail qui est très segmenté. Souvent, il y a des groupes de population qui vont s'arroger un certain type d'emploi. Parfois, certains vont être plus prestigieux, plus intéressants que d'autres, plus proches du pouvoir que d'autres. Et ce qui fait que dans des quartiers pauvres, déconnectés, ghettoisés, il y a très peu de contacts. Puis les personnes qui grandissent là, ben, ils n'ont pas de modèle d'inspiration qui vont les amener à poursuivre leurs études dans une direction pour pouvoir aller devenir conseiller municipal, par exemple, et avoir une influence sur la société. J'ajouterais à ça une théorie proposée par Alan Watts que je trouve assez intéressante, mais qui a été peu repris par la suite. C'est que avec la fragmentation des espaces résidentiels qu'on a observé dans les dernières décennies, on a des quartiers de plus en plus différents, de plus en plus polarisés. Et notamment une grande banlieusisation avec une classe moyenne, ou des banlieues très, très homogènes où il y a peut-être moins de contact entre les voisins, sinon les voisins très, très proches. Et suivant cette théorie, c'est que les personnes qui évoluent dans un quartier de banlieue, comme celui-là, un quartier de banlieue économique, ils se mettent à distance de certains problèmes sociaux qui vont être concentrés dans des quartiers plus pauvres. Et ils vont avoir tendance à voter plus à droite conservateurs parce qu'ils sont moins exposés aux réalités sociales problématiques. Ils vont avoir une vision de la société qui est marquée par ça, en fait, qui est peut-être moins bien informée, moins bien éclairée des réalités sociales puis des enjeux sociaux de notre époque. Bref, moi, je suis arrivé ici en 2007 pour travailler au fédéral, comme Daniel le mentionnait, ou en 2006, je suis arrivé l'année de la fondation de la coopérative pour l'épicerie. C'est l'année que je suis arrivé. Et suivant, étant exposé à toutes ces idées-là, puis étant un citoyen engagé, mon choix résidentiel était clair. J'allais vivre sur l'île de Hull parce que c'est important de désenclaver, de défaire ces espèces de modèles-là qui compartimentent des gens. Puis le Vieux-Hull, c'est un quartier particulier où il y avait beaucoup de pauvreté, encore aujourd'hui, évidemment. Et donc j'ai choisi d'habiter dans le Vieux-Hull pour ces raisons-là, mais notamment aussi pour l'environnement, pour vivre dans un milieu de vie complet où je pourrais faire beaucoup de mes activités quotidiennes avec la mobilité durable, patrimoine et culture. Il y a beaucoup d'avantages à vivre dans un quartier comme celui-là. C'est un quartier diversifié où les gens sont ouverts à la différence. Il y a beaucoup d'animations culturelles. Je suis central. Et à l'époque, les prix étaient vraiment pas chers pour devenir propriétaire sur l'île de Hull. Les choses changent. Et c'est ce qui explique aussi le processus de gentrification. Là, je me rends compte que je prends peut-être un petit peu plus de temps, là, mais gentrification, le mot a été mentionné à quelques reprises. C'est le fait que souvent dans des vieux quartiers ouvriers, les premières formes de gentrification ont été vues à Londres dans les années 60, des vieux quartiers ouvriers qui ont été un peu délaissés, dévalorisés, le foncier a descendu, les artistes commencent par investir les quartiers et redonnent de la valeur, revitalisent les quartiers. C'est d'ailleurs une petite époque de gentrification que tout le monde apprécie d'une certaine manière parce qu'il y a quelque chose de beau qui se fait. Et par la suite, c'est récupéré par des intérêts plus capitalistes, là, pour dire le mot, et ça change un peu la nature du quartier. Et les populations d'origine se trouvent à être un peu expulsées parce qu'ils n'ont plus les moyens de vivre dans ces quartiers-là. Donc, j'ai été une certaine forme de gentrificateur. D'une certaine manière, je suis quand même prof d'université. J'ai acheté une maison dans le Vieux-Hull. J'ai contribué à cette dynamique-là. Mais je pense que la gentrification peut aussi être une bonne chose en favorisant une mixité sociale positive si on veut la mettre comme ça. Puis c'est un petit peu l'argument que je vais avancer dans le reste de ma présentation parce que j'ai acheté en 2007 une maison vraiment tout proche d'ici. Sans le savoir, j'achetais un logement une maison qui était vraiment immédiatement collée là, à ce qui est un crack house. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes sociaux dans cet endroit-là. Et il y a une cohabitation que je dirais avec le recul très enrichissante pour moi. J'ai beaucoup appris de vivre là. Je suis devenu une meilleure personne de voir cette réalité-là puis d'échanger avec mes voisins. C'est sûr que ça n'a pas été facile, puis plusieurs personnes ont mentionné les irritants, les difficultés de la cohabitation entre certains types de populations du Vieux-Hull et d'autres. Mais je pense que c'est possible, puis c'est enrichissant pour tout le monde, puis c'est le modèle que je voudrais mettre de l'avant. J'ai combien de temps, Danny? 4-5 minutes. OK, je vais essayer de faire vite pour le reste. On est en 2023, on sort d'une pandémie, il y a une révolution importante dans nos vies, entre autres avec la question du numérique puis du télétravail qui amène à redéfinir beaucoup les territoires.
Je pense que dans la région, ça va avoir beaucoup d'impact, notamment beaucoup de fonctionnaires. On en parle beaucoup du retour au travail des fonctionnaires qui vont choisir d'aller vivre dans les collines, dans un genre de chalet dans les collines, parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'ils ont moins à se rendre au travail. Mais ça va avoir un impact aussi sur le centre-ville. On n'a plus nos fonctionnaires, ce qui est peut-être une bonne chose, parce qu'on en dépendait trop, puis peut-être qu'ils dictaient trop un peu la ligne du quartier. Mais là, on se trouve à peut-être, nous autres, être libérés un peu de cette réalité-là, puis on peut penser différemment les choses. Je vais vous faire une citation de François Hacher, un aménagiste urbaniste, qui disait « La qualité et la richesse d'un territoire tiennent à ce dont il dispose en propre et qui n'est ni télécommunicable ni transportable. » En cette ère du numérique, pour valoriser un territoire, je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce que ce territoire-là a à offrir que les autres territoires n'ont pas à offrir. Qu'est-ce que le Vieux Hall a à offrir? Beaucoup de choses, à mon avis. On en a parlé depuis tantôt, mais une des choses, le patrimoine, la culture, la proximité, la nature aussi, il y a quand même des belles rivières, des beaux grands parcs à proximité. Mais peut-être que la vraie force, selon moi, c'est la mixité économique, la mixité sociale qu'il y a sur le quartier. Puis je pense, on parlait, le mot branding du quartier a été mentionné plus tôt. Je pense qu'on devrait même en faire notre branding. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu une tendance pour les écoquartiers. Donc, des gens quand même bourgeois qui ont les moyens, qui vont acheter des résidences fabriquées dans l'esprit du développement durable, puis qui étaient prêtes à dépenser plus cher pour vivre cette expérience-là, pour contribuer à une société dans laquelle ils croient. Je pense qu'on est assez nombreux en 2023 à Gatineau pour se faire un socio-quartier, pour que des gens privilégiés comme moi choisissent d'investir davantage pour développer un quartier dans lequel ils vont cohabiter avec des gens qui ont des réalités sociales plus difficiles, qui vont fréquenter comme voisins les itinérants qui sont sur Guertin, ne pas les chasser, les inclure dans ce projet de société-là et de penser à travers tout ça des espaces de cohabitation, des espaces de rencontre aussi avec les diverses populations. Je pense que c'est un modèle auquel on peut se permettre d'aspirer. Moi, j'y crois. Je pense que c'est possible, même si ça ne sera pas nécessairement facile. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir aller dans cette direction-là. Aussi, entre autres, parce qu'il y a une complémentarité là aussi. On dit souvent, ça prend un village. Hein, vous connaissez l'expression, ça prend un village pour élever un enfant. Mais je pense que de nos concitoyens qui vivent certaines difficultés, on peut les aider, notamment, pas en les parquant puis en les faisant camper dans le fin fond puis en les judiciarisant. Je pense que la meilleure façon, c'est d'être des vrais voisins, d'échanger avec eux et de leur donner notamment des opportunités d'emploi, de porter leurs problèmes au conseil municipal ou dans diverses instances de pouvoir. Ça prend des gens qui ont cette envergure-là, que la société leur a donné les privilèges pour pouvoir porter ces aspirations politiques-là. Il faut qu'ils prennent conscience des réalités sociales pour pouvoir les porter de manière efficace. Puis je pense que c'est à l'avantage de tous. En tout cas, moi, c'est le quartier auquel j'aspire. Et j'ai senti que ça correspondait beaucoup à ce qui a été dit aujourd'hui. Je suis content d'être là. Encore une fois, je vais conclure avec ça. Puis j'espère qu'on va se revoir, que ce soit pour faire du piquetage devant un quartier général ou pour rêver un nouveau quartier généreux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. On serait rendu à la période un petit peu ouverte là, d'échange avec un micro là. Je vous invite à... Tu peux passer dans le milieu aussi, là, ça ne dérange pas. Il n'y a pas de problème. Salut tout le monde. Merci beaucoup pour les présentations. Je pense qu'on a de bonnes chances de gagner la bataille de quartier général. Je suis un peu moins confiant qu'on va gagner la guerre de Guertin pour le quartier généreux. Je ne dis pas qu'on ne le gagnera pas, mais je voudrais faire valoir certaines préoccupations comme réaction. On a parlé au niveau du question du logement. On a mentionné que la présence de Raymond ici nous a rappelé l'apport du Coop Roboul
pour le contrôle du territoire de l'île de Hull. C'est vrai. Mais les logements qui ont été développés par Reboul étaient faits dans un autre environnement, dans un environnement où les gouvernements supérieurs avaient d'autres programmes, comme le 56.1, comme le programme coopératif qui a été abandonné dans le budget de 1992. Aujourd'hui, on a du logement abordable. Logement abordable qui est, dans le fond, un mensonge. Qu'on a un programme qui, pendant 10 ans, va permettre un loyer trop cher, mais donner certains avantages à un développeur avec une mini-concession, puis au bout de 10 ans, on a juste d'autres logements privés. Ce n'est pas du logement retiré du marché spéculatif comme le logement coopératif, le logement municipal, le logement sans but lucratif. Donc, pour gagner le quartier qu'on veut, des logements qu'on veut, on a besoin des moyens. Et je pense que ces moyens ne sont pas là beaucoup. Premier constat. Et je ne veux pas être négatif parce que je pense qu'il y a des batailles à mener, mais si on ne les nomme pas, on ne va pas les gagner. L'autre, c'est plus municipal. Les décisions concernant Ghertin étaient faites à huis clos, largement. Il y a eu des conseillers, certains, qui ont posé des questions sur qu'est-ce que le quartier général, comme quel est l'apport que les élus peuvent avoir dans le choix du nouveau quartier général. Et la réponse qu'ils ont eue de l'administration, c'est que c'est le chef qui n'est plus le chef maintenant, Baudouin, c'est lui qui va vous dire si oui ou non, vous pouvez, à huis clos, décider une petite partie sur le besoin de nouveaux quartiers. Ça n'a pas été fait dans la grande démocratie. Et ce que je constate, c'est que le site actuel du site sur Grébert a la superficie qu'ils avaient besoin sur Ghertin. Et là, il y avait ce matin des gens qui ont soulevé avec beaucoup de questionnements 170 millions de dollars pour un nouveau poste de police sur un terrain qui appartient déjà à la ville. Des dépenses faramineuses. Et j'ajoute à ça une grande préoccupation, c'est qu'on a parlé des autres besoins, au niveau loisirs, des autres projets, mais la ville, pas pour de mauvaises raisons, a décidé qu'on va utiliser des ressources qu'on a et dans notre planification financière, on va limiter des projets de développement pour les prochaines 10 ans. Et je pense qu'il y avait pour plus de 1 milliard de dollars et le 2/3 de ces projets-là n'auront pas lieu. Et si on met 170 millions de dollars pour un QG, un quartier général, c'est de l'argent qui ne va pas aller pour les autres projets. Alors, je soulève juste ça comme préoccupation qu'on peut gagner ce qu'on veut pour ne pas avoir le quartier général, mais pour aménager le quartier qu'on veut, on a besoin des outils et des moyens, et ce n'est pas évident qu'on les a. Merci beaucoup. Merci. On va prendre peut-être au moins 2-3 interventions, puis après ça, on reviendra au panel. Bonjour. Je fais mon intervention en tant que citoyenne. Moi, j'ai choisi Hull il y a plus de 50 ans. Et j'ai choisi ça parce que c'était une ville à dimension humaine où on se connaissait, où est-ce que les voisins s'entraidaient, etc., etc. Un peu comme M. Ouimet a mentionné, j'ai vécu l'époque des grandes expropriations. J'ai vécu aussi l'époque où est-ce qu'on a perdu toute la rue principale. C'est pas devenu un gros centre d'achat comme dans la chanson, mais c'est devenu des édifices pleins de fonctionnaires, une vocation unique. Avant ça, il y avait un autre type de vie de quartier qui s'est désagrégé peu à peu.
On n'a plus du tout accès à, justement, les choses de base, la nourriture, etc. J'ai bien apprécié toutes les présentations, y inclus ce matin ce qui a été dit. Et comme je vous dis, moi, ça fait plus de 50 ans que j'habite ici et ça a toujours été un quartier ouvrier, un quartier qui a changé. J'ai rien contre la gentrification, mais j'en ai un peu contre cette espèce d'invasion où est-ce qu'on sent les gros édifices se développer tout autour de nous, puis on est en train de devenir une enclave. Alors, ce que je tenais à exprimer ici, c'était un peu ma vision qui n'a pas d'études sous-jacentes, quoi que ce soit, mais qui en est une de dire, bien, ayons quelque chose qui s'intègre déjà au quartier. Moi, je serais un peu plus en opposition à avoir des gros édifices en hauteur, parce que là, on perdrait tout notre soleil de l'ouest. Ça a beau faire face au nord, mais nous, ça fait partie de l'éclairage. Puis c'est un peu ce qu'on est en train de voir avec tous les projets de développement qui s'en vont sur les axes, que ce soit des allumatières, Saint-Rédempteur. Peu à peu, on est en train de perdre ça. Je suis très en faveur d'avoir quelque chose qui soit coopérative ou SBL ou quelque chose qui puisse permettre à une mixité de gens. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas rien que des gens en situation d'itinérance, mais sur notre rue même, il y a des nouvelles familles qui se sont établies. Il y a justement beaucoup de gens de différents pays, ce qui est très agréable, ce qui est très enrichissant. On a besoin d'une épicerie, ça c'est très clair, ça fait plus de 20 ans qu'on en veut. On a besoin aussi d'accès à certains autres services. Et l'intégration de tout le monde là-dedans, justement, combattre cette exclusion-là, moi, je trouve ça fantastique. L'autre chose à laquelle je pense qu'il faut toujours penser, une autre crainte, c'est d'avoir quelque chose de tellement concentré, parce que la ville veut toujours augmenter la densité, mais on est un îlot de chaleur. Il faut avoir de la verdure, il faut avoir accès aux ruisseaux de l'île, il faut avoir aussi un quartier où il fait bon vivre. Je pense qu'il y a tous ces aspects-là qu'il faut contrebalancer. Avoir du communautaire et du culturel, c'est fantastique aussi. Intégrer des espaces pour les gens. Évidemment, on peut prendre comme levier ce qui existe autour, mais je pense qu'il faudrait penser un petit peu à tous ces aspects-là. L'autre chose de laquelle j'ai été très étonnée, c'est qu'on puisse réutiliser l'édifice Guertin. Si, dans la mesure du possible, évidemment, si on peut réutiliser, justement, moi, je suis un peu d'avis, pourquoi mettre à terre puis recommencer à zéro puis dire on est lead ou on est ci ou on est ça, si on peut réutiliser ce qui existe déjà. Mais il faut aussi penser à toute la communauté ambiante. Moi, je reste pas loin de là. Et il faudrait que ce soit quelque chose où est-ce que tout le monde peut s'y trouver du sien. Puis je pense qu'avec les édifices en hauteur, souvent, ça fait en sorte que les gens restent chez eux. Nous autres, on a des parties de déneigement. C'est là qu'on voit les voisins. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui se passent entre les voisins. L'entraide se fait comme ça, et puis ça, je trouve ça fantastique. Ce qui me fâche un peu, c'est de voir que il y a des restrictions pour les propriétaires qui sont déjà là. Ils disent, la Ville nous dit, augmentez la densité, faites d'autres logements, mais si une jeune famille veut faire une addition, parce que c'est des maisons centenaires, ils commencent à nous dire, ah non, vous ne pouvez pas rajouter. Or, ça a été fait comme ça, ces quartiers-là. C'est des petites maisons auxquelles on a rajouté suivant les besoins, mais il y a tellement, pour les petits propriétaires occupants, il y a tellement de restrictions qu'à un moment donné, ça devient difficile à vivre. En tout cas, je souhaite que ça soit quelque chose qui soit intégré aussi au reste du quartier. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Bonjour. Je vais monter ça un petit peu. Moi, je suis grande. Bonjour. Moi, je parle en tant que citoyenne engagée, en tant que personne de la rue, parce que ça fait pas longtemps que je suis partie de l'Aréna. Je parle aussi en tant que femme et en tant qu'être vivante dans cette ville, sur cette planète. Il faut prendre en considération que la police, comment que la police agit aussi, avant de mettre un QG à cet endroit-là.
désolée si je viens émotive. Je ne veux pas me victimiser, je ne suis pas ici pour ça, mais j'ai été victime de crimes graves contre la personne de la part des policiers de la ville de Gatineau. À plusieurs reprises, des atteintes à ma vie, des agressions sexuelles et j'en passe. Je ne suis pas la seule à vivre ça. Je suis peut-être la seule qui va en parler, par exemple. Je crois que ce serait une des pires choses qu'on pourrait faire à notre ville que de rajouter un autre QG de police ici avant d'enquêter sur ce corps policier-là. On a des gens qui veulent s'aider, qui sont là. Ils veulent s'en sortir. On a des gens qui ont été cuisiniers internationaux, qui ont fait des compétitions. Il y a des gens qui ont travaillé dans la construction, qui ont travaillé dans des fêtes foraines, ils ont fait plein de choses. Ils ont des compétences, ces gens-là, mais sont troublés, sont traumatisés par des événements de la vie. Puis il y a beaucoup d'autres choses qu'une épicerie qui serait, puis qu'un QG qui serait nécessaire à cet endroit-là. Ces gens-là sont familiers à cet endroit-là. Leur famille, leurs amis, leur endroit de repère est ici. C'est chez eux, le vieux hall. Que tu sois riche ou pauvre, on peut s'entendre. On peut s'entendre sur plusieurs points. Donc, moi, je ne vois pas comment amener soit une épicerie qui va encore les tasser dans un coin ou un QG de police qui va... Moi, je vois ça avec ce que j'ai vécu. Je vois l'école à côté, je vois les gens de la rue, je vois le quartier dans lequel j'ai vécu si longtemps. Je le vois dépérir, je le vois s'apeurer, puis je le vois partir. Donc, moi, l'idée que j'ai, c'est de prendre l'aréna et de la redonner aux victimes des policiers, en ayant justement conscience que c'est un quartier qui est résidentiel. Il y a une école à côté. Donc, il y a un toit plat, un toit vert, ça peut se faire. Les amener à participer à la rénovation de l'aréna de façon constructive. Ça, c'est de faire de la réinsertion sociale au même moment. De les inclure dans la décision qui va être. Parce que moi, à part moi, je pense qu'il y en a peut-être 2, 3 là, qui sont arrivés ici, qui font partie de ces gens-là de lesquels on parle. En tant qu'itinérants ou sans domicile fixe, mais pas en tant qu'être vivant. On les voit dans la situation dans laquelle ils sont, mais pas qui ils sont. Donc, il y a tellement de potentiel de faire des logements à l'intérieur, des chambres, des dortoirs, à la même mesure qu'on peut utiliser l'espace Arena, parce que le 2e étage peut être utilisé pour faire des dortoirs. En bas, moi, je vois un espace commun où la communauté peut venir faire des marchés collectifs, des spectacles, des ateliers, des ateliers de ressourcement, de croissance personnelle, des choses que les gens ont besoin. Des ateliers de yoga, des choses comme ça que n'importe qui de la communauté, qu'il soit riche ou pauvre, peut venir et faire, mais que ces gens-là ont un besoin, je pense, d'avoir dans leur vie ce sentiment de communauté-là, puis d'appartenir à quelque chose de plus grand que juste être itinérant. Voilà. Est-ce qu'on continue les interventions? Voulez-vous prendre... je vais en prendre peut-être un ou 2 autres, puis après ça, on reviendra aux commentaires, ajouter des choses comme ça. Ouais, après ça, on va revenir. Il reste en masse de temps. Il reste 40 minutes. Vas-y. Allô? Oui, moi, je suis survivant de l'itinérance aussi. Je suis survivant de prison, itinérance, etc. Donc, le Juste-Ami, je connais ça. Une chose qui m'a marqué, là, c'est qu'en tant qu'itinérant, là, on a vraiment beaucoup moins qu'en prison. On n'a pas du bon sommeil, on a en tout cas. Mais en premier, je veux faire un peu référence à ce que la demoiselle avant moi disait. Je suis pas d'accord pour
poste de police. Puis, j'ai pas entendu une suggestion de où qui pourrait être le poste de police. Je vous suggère le Palais des Congrès. C'est un ghost town. C'est un ghost town, comme c'est là. Puis, ça rapporterait de la vie, non seulement pour les commerçants du portage, du centre de portage, mais ça réduirait et tout le coût de transport au palais de justice, etc. Aussi, ça donne que c'est proche de tous les ponts, puis en temps d'urgence, les polices sont déjà proches pour fermer les ponts. C'est juste un endroit ultra logique que je pense que les policiers vont être contents avec aussi. Ce qui est pour l'épicerie, moi, je pense que le Maxi est déjà très proche. Puis, il y a une épicerie en construction sur la rue Eddy, proche de Portage, où est-ce qu'il y a aussi la base alimentaire. Fait qu'il y a déjà une épicerie qui est en construction là. Ghertin, c'est quand même très proche du Maxi. Fait que, je trouve pas que c'est un endroit ultra pertinent pour une épicerie. Je suis d'accord de ne pas jeter l'aréna Ghertin par terre, que c'est un gaspillage écologique de construction. La suggestion, juste avant, elle est bonne. Un autre, c'est un marché aux puces. Okay, ça aussi, c'est une pas pire suggestion. Derrière, sur l'écran, il y a un dessin que j'ai fait. Okay? Puis ça, c'est, dans mon opinion, le minimum. Okay? Tout le monde a une chambre privée, insonore. C'est des murs de briques. C'est pas cher. C'est pas fait pour être cher, ce design-là. C'est fait pour être économique et ultra pas cher. La seule chose qui est chère, c'est il y a beaucoup de plomberie. Mais on comprend que de l'eau courante puis de la sanitation, ça passe avant le frigidaire, ça passe avant le poêle, ça passe avant tout. Fait que quelqu'un qui a sa chambre privée, c'est quand même un besoin. Là, obliger quelqu'un de sortir pour se laver, c'est moins que la prison. Fait que en tant qu'itinérant, on devrait avoir le droit à plus que la prison. Le défaut du design, je l'ai entendu aujourd'hui, c'est que ils disent que les égouts, il n'y a pas assez d'égouts pour satisfaire beaucoup de logements. Ça, là, c'est un design qui peut prendre expansion là, puis avoir 250, 500 personnes là, qui vivent là confortablement. Là, mais les égouts, donc je vais adresser ça. Moi, je pense qu'il faut faire de l'innovation pour les eaux grises et les eaux noires. Okay? So, sur le site, on va immédiatement traiter les eaux grises pour les réutiliser. On va les ioniser immédiatement pour qu'ils soient sans bactéries. Et on va immédiatement les utiliser pour les toilettes. Et les toilettes, ça va être la seule source de eau noire. Okay? Puis ça, après ça, peut-être sur le site même, on pourrait avoir un mécanisme qui crée de la matière solide qui peut être transportée. Puis peut-être aussi qu'on peut avoir des toilettes jaunes, si on veut, entre parenthèses, juste symboliquement, là, pour des gens qui prennent des antibiotiques, des gens qui sont médicamentés. Peut-être qu'il y a certaines toilettes qui sont connectées à un traitement un peu séparé pour la matière solide. Okay? Parce que la matière solide, elle vaut cher écologiquement. C'est le sol que ça prend des millions d'années de former. Et on veut pas juste s'en débarrasser, on veut le garder, mais on veut quand même pas l'entamer ou l'entacher de chimiques qui sont potentiellement nocifs pour l'environnement. Donc, je crois qu'il devrait y avoir des logis un peu plus médicales, si on veut.
Fait que les eaux grises sont traitées sur le site. Les eaux grises, fait que, dans une construction comme celle-là, tous les shampoings, les savons sont contrôlés. Fait qu'on sait quelle sorte de produits que les gens peuvent utiliser et c'est contrôlé. Fait que puis les eaux grises, je vous suggère qu'ils peuvent être immédiatement jetés dans le ruisseau et on peut encourager la faune écologique du ruisseau à filtrer un peu davantage l'eau qui fait que c'est un système de filtrage d'eau qui emploie l'écologie pour travailler pour nous et avec nous. Fait qu'on contrôle qu'est-ce qu'on rejette le mieux possible pour que ça soit, pour que la faune soit capable de le process, si on veut, et on peut le jeter immédiatement là. Ici, j'inclus une cuisine communautaire, une clinique, où est-ce que les gens peuvent aller chercher leurs médicaments. Je suggère 2 rangées d'habitation. La rangée interne, il y aurait un couloir. Et ceux à l'extérieur, ça sort vers l'extérieur, puis le monde sont en pleine liberté. Et ceux à l'intérieur, ce serait plus pour ceux qui sortent de maladies mentales, qui sont encore un peu supervisés, si on veut. Puis la clinique est déjà là. Fait que, c'est des gens qui sont là, ils ont leur propre toilette à laver, ils ont leur propre, ils démontrent la capacité de développer l'autonomie. La cuisine, elle est supervisée. Fait que le monde, ils s'entre-apprennent comment cuisiner. Puis, avec le temps, des gens peuvent développer une autonomie et possiblement aller ailleurs qu'ici, ou choisir de rester ici. Je vous suggère qu'on veut créer le plus de logements possible. On veut, ça c'est la taille d'une cellule de prison environ. Là. La douche et la toilette là, sont vraiment là. C'est vraiment là, ensemble. Là. Tu peux prendre ta douche pendant que tu es sur la toilette. Là. OK? Avoue que ça serait nice. Okay? Fait que c'est ça. Fait que les gens, ils apprennent à montrer une autonomie. Un vacuum central, ça serait écologique aussi. On sauve sur du plastique pour les sacs. Fait que c'est en même temps qu'on fait un design pour être pas cher, puis que les itinérants peuvent vivre là. On veut aussi en même temps prendre l'opportunité de faire un design qui est maximalement écologique. Puis, je suggère aussi qu'on fait le maximum, on en fait trop de logis. On en fait 500 000 si on peut. Là. Puis, l'idée, là, c'est que moi, je considère que s'il y a une tornade ou s'il y a un flood, là, comment on dit? Une inondation, ça devrait être quand même comme un droit là, que tu as une place immédiate où aller. Il y a un problème chez nous, puis on veut immédiatement sortir puis aller en quelque part. Qu'il y ait une place immédiatement accessible, ça aussi, ça devrait être un droit, je trouve. Plusieurs droits là, que je vais nommer. Le droit de privé, là, c'est important. Là, le gitami, tu n'es jamais privé. Là, tu partages avec 5-6 personnes là, une chambre. Tu n'es jamais tout seul. Tu as de la misère à avoir ton sommeil, souvent. Puis tu ne peux pas dormir le jour. Mais ici, tu peux rattraper ton sommeil. Tu peux, tu sais. Puis ça va être beaucoup plus productif là, pour des gens là, qui veulent aller... qui vont peut-être rétablir une job, etc. Là, si tu n'es pas capable de dormir, puis ça m'est arrivé souvent en tant qu'itinérant, là, je ronflais, là, puis là, les autres qui étaient dans la même chambre que moi, là, ils shakaient mon lit là, pour m'arrêter de ronfler, là, puis ça devenait là, quasiment de la torture, là, dans le fond. Là.
sais, fait que là, je passais ma journée à être un genre de zombie, puis de chercher des endroits où dormir, au lieu de chercher un emploi ou chercher un... Tu sais. Fait que ça serait plus productif sur cet axe-là aussi de rétablir les gens sur leur route. Puis, en même temps, ils peuvent rester là à long terme aussi, là, tu sais. J'inclus des toilettes publiques avec la buanderie publique. Je vous suggère que c'est bon pour ceux qui vont peut-être quand même être dans des roulottes ou dans des tentes s'ils le choisissent. Pour X raisons, je juge pas, là, mais n'avoir un minimum, là, un peu, mais aussi c'est bon pour des roulottes qui viennent de l'extérieur, là, du monde du tourisme. Fait que le grand site, là, c'est quand même un site grand. Là, on devrait peut-être garder des parking spots pour des roulottes. Puis, en même temps, la ville de Gatineau invite les gens en roulotte, le tourisme, avec des douches et une buanderie accessible. Ils peuvent acheter le savon, ils peuvent se laver. Ça peut apporter un revenu qui supporte l'édifice. Ça peut améliorer le tourisme pour la ville de Gatineau. Je vous suggère que le fait de pouvoir barrer sa porte, c'est pareil comme avoir un locker. Okay? Puis un locker, là, où je t'ai mis, tu n'as pas nécessairement accès en tout temps. Puis j'ai vécu ça à être itinérant, puis toujours charrier quelque chose avec toi. Puis ça prend pas de temps là, que ton coude commence à se défaire, là, puis que tu commences à développer une maladie sévère de coude ou d'os, à force de toujours transporter des items. Fait que je vous suggère qu'un minimum de storage, c'est un droit humain. Je vous suggère que la possibilité de vie privée pour ceux qui sont en santé mentale extérieure, mais encore supervisés, fait que là, ils peuvent migrer vers l'extérieur. Là. Je vous suggère que c'est un droit. Je vous suggère que sécurité pour catastrophe, c'est un droit. Je vous suggère qu'avoir plus que la prison, c'est un droit. Je vous suggère que pouvoir aller venir, c'est un droit. Je vous suggère aussi, pour justifier toute la plomberie, que avoir la capacité de se mettre en quarantine, si jamais il y a un autre virus, etc., c'est aussi un droit. Fait qu'avoir cette capacité-là de se quarantine, c'est un droit et je justifie la sanitation. Très importante. Donc, je vous rapporte à faire l'étude de traitement d'eau, qui est la chose la plus pressante. Merci beaucoup. Deux interventions principalement. Monsieur parlait d'un édifice écologique. Moi, je m'en venais avec l'éco-quartier. Je pense qu'il y a eu allusion à ça juste une seule fois. Monsieur Charon, après-midi, voudrais rappeler en même temps que Zibi, dès le premier mois qu'il a commencé à vendre son projet de Zibi, qu'on commence à voir la forme aujourd'hui, la question des logements sociaux et abordables a été soulevée dès les premiers mois. Et il y a, comme des raisons, tous les gouvernements y ont intervenu, hein, vous le savez. Tous les niveaux de gouvernement sont intervenus chez Zibi. Donc, M. Weinstein-Dudd, là, le président, il était obligé de se commettre en partant et il a dit on est ouvert à un projet d'édifice écologique, hein, parce que lui, c'est tout écologique, ça là. Abordable, social, ça reste à définir. Et il y a même le terrain prévu. Ceux qui connaissent le coin, là, quand on arrive sur la piste cyclable, des porteurs, des voyageurs, ça s'appelle, vont attacher. Vous avez la clôture chaque bord, il y a BD sur un bord. L'autre bord, là, ça s'appelle la cour de triage dans le temps qu'il y avait le train qui rentrait par là. Là, c'est tellement de végétation, on ne voit plus, mais si on y allait, il y a 3 chemins de fer, 3 rails de large, là. Ça, c'est un terrain vacant qui appartient à Zibi,
Et M. Weinstein II, il avait dit que ce terrain-là pouvait être disponible pour du logement abordable. Fait que ça va être bon d'y revenir le moment venu. Cela dit, on pourra faire des coquartiers avec Guertin, mais là-bas étant pour la classe moyenne supérieure, avec un petit quartier ou 2-3 édifices de logement abordable. Ici, on pourra faire l'inverse, un mini-ZB avec la classe moyenne, un petit espace pour la classe moyenne supérieure et la classe moyenne inférieure sur le terrain. Grosso modo, c'est l'idée générale. Et pour revenir au quartier général de police, je pense qu'il va falloir aller à contre-courant de ce que la police suggère, d'avoir un gros quartier général de 170 millions, puis juste 2 quartiers communautaires, 2 quartiers locaux, qui est un à Hermeux et l'autre à Buckingham. C'est ça qu'il suggère présentement. On devrait revenir avec l'idée de, oui, un quartier général, pas obligé d'être si gros, reste à mettre, reste à déterminer, mais il devrait y avoir des postes de police de quartier, comme ça se fait à Montréal, ça se fait à Ottawa, puis ici, dans Hall, pour en avoir 1 ou 2, ça sécuriserait, monsieur disait là, que la majorité dans l'île trouve la bonne idée d'avoir un quartier général, ça les sécurise, puis ça l'envoie les itinérants. Bien là, on pourrait avoir au moins un quartier ou 2, un poste de police ou 2 communautaires dans Hall, Plateau, ainsi de suite, puis en avoir à Gatineau. Il n'y aurait plus à Gatineau après ça. Fait qu'on devrait suggérer le contraire, d'avoir plusieurs postes de quartier, puis un moins gros général. Je m'arrête là. Merci. Est-ce que vous voulez prendre le temps de faire un retour sur les interventions passées? On pourrait. Là, il reste C'est à peu près 20 minutes. d'affaires, puis... Oui, c'est ça. Je vais laisser. Ouais, c'est une bonne idée. Okay. On va faire la page. Je vais vous laisser une intervention, puis après ça, on va prendre une autre vague les thématiques qui vous intéressent. Là, ouais. En réaction ou. Oui, je vais commencer avec 3 peut-être que j'ai retenus. Je suis d'accord avec Bill Clenette que les programmes existants en habitation sont pas suffisants, sont pas ceux qu'on a connus dans les années 80. J'ai été membre fondateur et président de la coopérative d'habitation Le Ruisseau, là, aux côtés de l'Imprimerie nationale. Et à cette époque-là, évidemment, c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus aidant avec ces programmes-là de mettre sur pied des logements coopératifs et communautaires. Ce qui existe actuellement, que ce soit Accès Logis et encore plus, si on parle du programme d'habitation abordable, c'est pas aidant, c'est pas facilitant. Et en plus, ils ne sont pas en nombre suffisant. Donc, pour les besoins de la ville de Gatineau, on parle d'une centaine d'unités de logement pour toute une année. C'est loin d'être suffisant, alors qu'il y a des centaines, sinon des milliers de résidents de la ville qui payent beaucoup plus que 25 % de leurs revenus en loyer. Donc, oui, Bill, on a des pressions à faire auprès de nos gouvernements pour s'assurer que ce soit le fédéral ou le provincial, qu'on revienne à des programmes d'habitation qui soient vraiment aidants pour répondre aux besoins. La dame a parlé que le projet d'épicerie allait tasser les itinérants dans un coin. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, en joignant un projet de logement communautaire avec le projet d'épicerie, on va pouvoir loger des gens qui sont actuellement itinérants. Donc, c'est tout le contraire de tasser dans un coin. On va pouvoir répondre à une partie du problème qu'on a soulevé depuis ce matin. Monsieur mentionne que Guertin, c'est trop proche du Maxi. Évidemment, ce n'est pas le lieu idéal. On aurait préféré être sur Champlain, être plus au cœur de l'ensemble de l'île de Hall. Mais il reste que pour le site Guertin, surtout si on développe un projet d'habitation sur grande échelle sur Guertin, ça pourra répondre à un besoin quand même important d'une population nouvelle, mais aussi existante pour le sud de l'île de Hall. Je pense que la localisation est quand même intéressante.
J'ai entendu beaucoup d'idées intéressantes là, dans les dernières interventions. Ça me dit quand même qu'on a beaucoup de discussions à avoir. Là. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de besoins qui sont peut-être pas toujours ou qui semblent pas toujours s'assembler naturellement. Mais peut-être qu'on est capable de faire le plus de place possible pour qu'on réponde au plus de besoins puis au plus de gens possible, là, donc dans une perspective de diversité. Je suis aussi sensible à ce que M. Clénette a dit sur les programmes. Effectivement, c'était déjà pas si facile que ça, là. Puis ça l'est peut-être encore moins. Il y a toutes sortes de programmes qui existent en économie sociale, des financiers solidaires qui peuvent permettre peut-être de faire des amalgames, des montages. Je pense que la solidarité dont parle Mathieu, la créativité peut nous amener plus loin. Puis peut-être que tout n'est pas possible, mais j'aime croire que rien n'est impossible. Alors, je nous souhaite de continuer à jaser là, pour avancer. Oui, moi aussi, je pense que c'est important de garder espoir, là, définitivement. Là. Je pense qu'on a les moyens de nos ambitions là, dans une société riche comme la nôtre, le plus grand pays au monde, le plus meilleur pays au monde. Hein. On a un gros PIB, on a de l'argent, là, on est capable de s'offrir ces choses-là. Je voudrais commencer par féliciter pour les personnes qui ont vécu l'itinérance et qui sont venues s'exprimer. Ce soir, aujourd'hui, on l'a entendu, mais aussi au conseil municipal, à chaque fois que vous prenez la parole ou que des intervenants rapportent vos paroles, tout le monde écoute. Je pense qu'on veut vous entendre, puis c'est important. Puis dans les solutions proposées, vous êtes au courant de situations que, en tout cas, moi, c'est sûr que je ne peux pas les connaître, ces détails-là. Donc, je pense que dans le projet qu'on espère construire ensemble, c'est important d'entendre vos propositions. Puis je pense même que ça part de là. Si on convient du fait que il y a des problématiques sociales, il y a des populations vulnérables qui sont là et qu'on ne veut pas les déplacer, mais il faut voir de quel genre d'infrastructures et de services ils ont besoin, puis c'est peut-être le point de départ. Puis là, du point de vue économique, plusieurs gens vont voir ça comme juste des coûts, mais moi, là aussi, je ne connais pas les ficelles de tout ça, mais je constate qu'on est une société riche. On constate tous que dans les dernières années, les promoteurs voient beaucoup d'argent à faire sur l'île. On le voit qu'ils sont avides de terrain à acheter puis de tours à construire. Il y a de l'argent à faire. Comment on peut essayer de proposer des modèles d'affaires qui conviennent à tout le monde, à l'intérieur desquels les développeurs pourraient tirer leur profit, notamment sur le site Guertin, mais aussi tout l'autre côté de la 50. Là, c'est pas normal qu'il y ait une cimenterie dans un centre-ville d'une capitale d'un pays comme il y a aujourd'hui. C'est tous des terrains qui sont amenés à se développer dans les années à venir. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un programme à long terme où est-ce que les développeurs auraient du profit à faire, ce qui les inciterait à participer à ce projet social-là? Et peut-être aussi, moi j'y crois, peut-être dans des premières phases. Moi, j'aime beaucoup le projet qui a été présenté par la coop de l'épicerie. C'est peut-être un point de départ qui est plus réaliste pour un premier pas. Mais l'idée de demander à des personnes qui cherchent un logement de contribuer à ce projet social-là en payant un condo ou une petite maison de ville à un prix qui incorpore ces coûts-là qui viennent avec la cohabitation, je pense que c'est possible, puis je pense qu'il y aurait preneur. OK. D'abord, je suis un peu confus de pourquoi le panel présente à nous. Est-ce que j'ai bien compris que vous êtes censé être un peu le leadership de la coalition un amonant? Fait que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont présenté des idées de ce qu'on devrait faire avec le site. Est-ce que c'est ça? Vous êtes des groupes d'intérêt qui ont des idées sur quoi faire avec le site? Le panel, en ce moment, il sert à quoi? Parce que les interventions des gens, ils sortaient un peu de partout. Mm-hmm. Je pense que ça sort d'une confusion de pourquoi le panel était là. Parce que moi aussi, je suis un peu confus. Sinon, mon intervention première, c'est que j'ai entendu beaucoup des affaires similaires, en tout cas de monsieur, madame et de monsieur. Dans le fond,
vous avez exprimé des intérêts de classe qui sont pas les intérêts de classe de la classe populaire. C'est trouver un site pour des méga entreprises d'épicerie à tirer profit d'un quartier pauvre. Ça me semble un peu... Non, écoutez, je sais que le monde a besoin d'une épicerie, mais... Métro, c'est une coopérative. Provigo, c'est une coopérative. Exactement, mais on parle de trouver un terrain pour mettre un métro, trouver un terrain de mettre un Provigo. L'épicerie va être une coopérative. La franchise est affiliée à Métro. OK. OK, ben ça, c'est super d'abord. C'est super. Sinon, la question de l'économie sociale, madame, vous avez dit l'économie sociale, ça sert à inclure tout le monde, puis tout le monde, ça inclut les entreprises privées, les entreprises communautaires, puis le gouvernement. Puis moi, ça me... Ben oui, c'est ce que vous avez dit. Non, j'ai dit l'entreprise, l'économie sociale s'insère dans une économie plurielle qui comprend... tout le monde, puis tout le monde, c'était les entreprises privées, les entreprises communautaires. Qui comprend 3 piliers, le gouvernemental, le privé et le collectif, donc l'économie sociale et le communautaire. J'ai pas dit que ça incluait tout le monde. J'ai parlé d'un tabouret. OK. Vous avez utilisé littéralement le mot « tout le monde » tantôt, là, puis je trouvais ça dommage parce que moi, je trouve pas que c'est tout le monde, puis même si je trouve ça à peine pluriel, là, parce que ça exclut une énorme partie de la population, là, la population qui travaille pour de vrai, puis qui génère de la richesse pour le pays. Puis monsieur, ben, vous avez parlé de gentrification, puis je trouvais ça un peu ironique parce que vous avez participé à la vague de gentrification. Puis, à la limite, même encourager de continuer la gentrification de l'île de Hull. Fait que, tout ça pour dire, je ne suis pas contre la coalition, puis je suis pour le fait de lutter contre l'installation d'un QG, mais il faut qu'on commence à avoir une idée de c'est quoi qu'on va faire après qu'on gagne cette première bataille, c'est quoi qu'on va installer là. Puis je trouve ça un peu, à la limite, dommage que ça soit ça les premières initiatives, de penser à comment mieux gentrifier le vieux Hull. Puis Vous n'êtes pas d'accord? Ben, Pardon? La mixité sociale, à la limite, peut-être un peu contre, pas dans le sens où faut pas que les gens soient proches de l'un l'autre, les gens pauvres proches des gens riches, mais le fait que ça ouvre des portes d'opportunités, je pense pas que c'est vrai. Là, comme là, on dirait que la logique, c'est que la serveuse au McDo, si elle avait une opportunité, ben, elle pourrait aller ailleurs, mais il y a beaucoup de monde qui vont être serveurs au McDo toute leur vie. Puis le McDo a toujours besoin de serveurs. Fait que ça veut dire qu'il va tout le temps avoir du monde pauvre qui œuvre. Pardon? Oui, il y a un cycle, là, mais il va tout le temps avoir du monde pauvre dans la société si on opère dans un système de même, d'offrir des opportunités au monde. Ce qu'il faut faire, c'est penser à quelque chose de plus large. On ne parle pas d'offrir des opportunités à une meilleure job, mais de changer la manière que l'économie est structurée. De plus valoir ses positions de base pauvres pour que ça soit mieux valorisé. En tout cas, j'avais certains problèmes avec la manière que vous ont été apportés, puis je voulais m'exprimer. Je sais pas, je l'ai fait un peu mal. J'ai vu que j'ai heurté quelques personnes, je m'excuse, mais bon, voilà. Juste en profiter pour répondre à ta première question, qui était le pourquoi du panel aussi, là, juste pour peut-être remettre en question, parce que on en a parlé au début de la journée, mais peut-être pas autant après-midi, là, mais le thème du panel cet après-midi, c'est un peu rêver le quartier Ghertin de l'avenir, un peu. Là. L'objectif, c'est d'ouvrir une conversation. On a invité des intervenants sur différentes thématiques, sur différents projets qui étaient en cours dans le quartier à venir s'exprimer, amener différentes perspectives, mais aussi pour ouvrir la discussion, permettre aux gens... C'est pour ça qu'on a mis la moitié du temps les intervenants planifiés, prévus un petit peu. Mais c'est comme une première étape pour élargir la conversation, aussi pousser la ville à encourager les consultations citoyennes. Fait que c'est ça l'objectif, grosso modo. Fait que toutes les interventions sont la bienvenue à ce niveau-là.
Alors, bonjour. Moi, j'ai travaillé longtemps ici à Hall. J'ai habité à Hall. J'habite plus maintenant à Hall. J'ai quitté parce que j'ai eu un projet de coopérative d'habitation qui était à Gatineau. Alors, j'ai permuté de Hall à Gatineau. Dans ce temps-là, je suis restée dans le secteur de Gatineau, mais mon secteur de travail, et j'ai travaillé en organisation communautaire pendant presque 40 ans, c'était surtout à Hall. Donc, l'île de Hall et les différents milieux qui sont plus défavorisés, je les ai à peu près tous côtoyés ici. J'ai vu les ghettos, j'ai travaillé sur des projets de cohabitation urbaine. Ici, on a parlé d'itinérance, mais on n'a pas parlé de la prostitution. Alors que la prostitution sur l'île de Hall, c'est quand même un phénomène assez majeur aussi. On a travaillé sur des actions qu'on a apportées au conseil municipal. Donc, moi, je voulais faire une intervention qui était beaucoup plus globale. Entre autres, ce que je trouve important, parce que chacun a parlé, je suis aussi au conseil d'administration de l'épicerie de l'île de Hall. C'était un de mes dossiers que j'avais quand j'étais au CLSC. Et quand j'ai quitté, j'ai quand même décidé de rester et d'aider à mettre en place cette épicerie-là avec les logements qui s'en viennent au-dessus, qui ne sont pas parfaits. Bill en a parlé tantôt, les programmes, on l'a pu, le programme 56.1, qui permettait une belle mixité aussi de population à travers une coop d'habitation. On avait des gens qui avaient de l'argent, qui payaient un loyer un petit peu plus cher, d'autres qui avaient moins d'argent, puis selon leur revenu, payaient moins, et on avait à vivre ensemble. Alors, le vivre ensemble est super important. Ici, sur l'île, ce qu'on a comme, je pense, comme grande force depuis longtemps, c'est la force citoyenne. Les comités de citoyens, que ce soit l'ARI ou même avant l'ARI, il y a toujours eu une force citoyenne qui était très revendicatrice. Et ça, il ne faut pas la perdre. Qu'on parle de Guertin ou qu'on parle de n'importe quel coin de l'île de Hall, pour moi, ce qui est important, c'est la mixité est super importante. On ne peut pas bâtir une société seulement avec des personnes d'un milieu moins favorisé, plus favorisé. On voit ce que ça donne. Pour moi, la mixité est super importante, que ce soit sur l'île ou ailleurs. Et ensuite, les besoins. Les besoins, si on y va, si je parle de la pyramide de Maslow, ça parle à certains et pas à d'autres, mais on a des besoins. Il faut se nourrir,